Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Et cette semaine, c'est le grand retour de Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas, c'est pas un très grand retour, c'était une absence d'une semaine. C'est vrai, mais c'était une absence quand même. Alors avant de lancer le sommaire, je vous rappelle que cette émission est diffusée évidemment sur le site de TV Liberté, tvliberté.com, mais également sur la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou, donc n'hésitez pas à vous abonner. Attentat de Bayonne, la fin du pas d'amalgame. L'attaque d'une mosquée à Bayonne par un homme psychologiquement instable de 84 ans a provoqué un véritable tsunami médiatique. L'assaillant avait en effet été candidat local FN en 2015, du pain béni pour les médias. L'émission de Zemmour en différé, Yacine Bellatar, l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, en plein discours islamiste virulent, voilà deux sujets qui seront notamment traités dans la revue de presse de la semaine. Quotidien en croisade contre Nadine Morano. Encore un beau reportage totalement biaisé de Quotidien. Cette fois, c'est pour tourner en dérision Nadine Morano, revenue dans le quartier de son enfance avec Valeurs Actuelles. Yann Barthès a enchaîné les bobards. Et pour commencer cette émission, Jean-Yves, c'est l'image de la semaine. Et cette image, c'est celle du duc d'Anjou qui porte le cercueil du général Franco. Oui, alors c'est un peu étonnant qu'un arrière-petit-fils porte le cercueil de son arrière-grand-père, parce que généralement les arrière-petits-fils sont trop petits pour le faire. Mais là, c'est possible puisque les socialistes ont décidé d'exhumer, de déterrer le général Franco de sa tombe, ce qui est un choix politique pas d'une élégance extrême. Et donc ça c'est première surprise, l'arrière-petit-fils peut être amené à porter le cercueil de son arrière-grand-père. Deuxième surprise, c'est qu'il le fasse malgré le contexte de diabolisation. Ça prouve que c'est un homme de caractère. Il descend de Louis XIV, il descend de la dynastie des Bourbons d'Espagne, et c'est le plus direct héritier des rois de France. Il est par ailleurs banquier, mais il a montré qu'il avait du caractère en renonçant, en refusant en quelque sorte cette diabolisation et en assumant son rôle d'héritier, cette fois non pas de la France, de la partie française de ses ancêtres, mais de la partie espagnole de ses ancêtres. Ce qui est intéressant de constater d'ailleurs, c'est que finalement, le ciel ne lui est pas tombé sur la tête, ni en France, ni en Espagne. Il a simplement montré du courage et il a dit à quel point c'était une régression de civilisation que de déterrer les cadavres comme le font les socialistes. Alors vous allez me dire, oui, mais Franco, c'est le diable, c'est le diable. Franco, c'est le diable tel qu'il est présenté aujourd'hui. Ça n'était pas toujours le cas. Ça n'était pas le cas après la guerre. Et figurez-vous que la dernière personne que le général de Gaulle est allé voir quand il a quitté le pouvoir, quand il a été chassé du pouvoir, on peut dire, en 1969, c'est précisément le général Franco. Pour dire que les choses évoluent. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'a paru intéressant dans cette image, c'est le fait que le duc d'Anjou a refusé la diabolisation, il a fait son devoir de descendant, et le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. C'est un hommage au courage. Passons au premier sujet. Attentat à Bayonne, la fin du pas d'amalgame. Ce lundi, un homme de 84 ans a tenté d'incendier la porte de la mosquée de Bayonne avant de faire feu avec une arme de poing sur deux musulmans septuagénaires l'ayant surpris. Il a pris la fuite dans la foulée, a été arrêté rapidement par la BAC. Un acte grave donc. Les médias ont tout de suite parlé du profil du tireur et surtout d'un élément de sa biographie
qui n'a pas manqué d'exciter toutes les rédactions, son appartenance passée au Front National. Alors par exemple, Le Monde, qui sur la une, titre « Attaque d'une mosquée par un ancien candidat du FN ». Sud-Ouest, l'auteur des coups de feu à la mosquée de Bayonne est un ancien candidat FN. L'Express, attaque à Bayonne, le tireur présumé ex-candidat FN. Et puis l'Humanité qui est très directe, attentat à Bayonne, un ex-candidat FN attaque la mosquée. Et puis BFM a également parlé de cette appartenance au Front National. Inconnu des services de police, Claude Cinquet était toutefois réputé dans son quartier pour ses propos racistes et xénophobes. En 2015, il s'était présenté aux élections départementales sous l'étiquette Front National. Autre chaîne de télévision à évoquer ce profil, eh bien c'est rien de moins que le JT de France 2 qui ouvre sur cette information. Un homme de 84 ans a ouvert le feu cet après-midi devant la mosquée de Bayonne, blessant grièvement 2 hommes. Il a également essayé d'incendier la porte de l'édifice. L'agresseur a été interpellé, c'est un ancien candidat local du Front National. Oui, alors il y a 2 choses qui sont frappantes dans cette affaire, c'est que tout le monde reprend l'expression candidat FN, qui au demeurant est exact. Parmi d'autres éléments, c'est un sculpteur, c'est quelqu'un quand même un peu dérangé, semble-t-il, et personne ne parle du mot déséquilibré. Alors que quand on regarde le profil du personnage et ses antécédents, le mot aurait pu aussi être adapté. La réalité, c'est que les choses sont complexes. C'est vrai qu'il est candidat FN, qu'il a été candidat FN, c'est vrai qu'il est déséquilibré. Dans d'autres cas infiniment plus graves d'attentats, ce sont des musulmans et parfois peut-être un peu pas bien équilibrés non plus. Mais dans ce cas-là, on choisit d'insister sur le côté déséquilibré et non pas sur le côté islamiste. Voilà. Donc, il y a une sélection. Alors, comment s'opère la sélection ? La sélection, elle est double. D'abord, pour toutes les informations policières ou judiciaires, l'information, ce sont les policiers qui l'ont. Et la police, c'est une structure extrêmement verticale. C'est-à-dire que dès que l'information est connue à la base, elle est immédiatement remontée dans tout le fil hiérarchique. Et c'est le fil hiérarchique, c'est pareil pour la justice d'ailleurs, c'est le fil hiérarchique qui décide de communiquer sur ce qui lui paraît intéressant. Donc, dans un certain nombre de cas, on l'a vu lors de l'affaire de l'attentat à la préfecture de police de Paris, qui a fait 4 morts et plusieurs blessés, eh bien, il y a eu au départ un blackout de l'information de la part de la police et de la justice, et les médias n'ont pas cherché à en savoir plus. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ils ont même plutôt occulté ce qu'ils savaient. Là, eh bien, il y a eu la même information qui est remontée très vite et qui a évidemment été immédiatement balancée. Donc ça, c'est la différence. En insistant sur le côté candidat FN, en 95. Et là, les médias, en 2015, pardon. Et là, les médias n'ont pas cherché à en savoir plus, ni à reprendre d'autres informations. Donc on voit très bien que la communication est dirigée par les parquets et par les services de police, et que les médias reprennent les éléments de langage qui leur sont donnés par la police et la justice. Et qui leur plaisent, parce que qui leur plaisent, mais oui, il faut aucun effort. Oui. Il faut aucun effort, il n'y a pas besoin de leur dire faites ça, ça leur plaît. Là, ça fait quand même l'ouverture du JT de France 2, c'est quand même pas rien, quoi. C'est pas un petit reportage dans BFM, quand on... Donc, oui. Service public, vous payez une redevance, et ben voilà, vous en avez pour votre argent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on voyait dès le début qu'il y avait des éléments qui attestaient d'un trouble psychologique, pour dire le moins, et que ça n'a pas été... par exemple, un article du Monde qui détaillait la personnalité parlait d'un octogénaire atypique qui donnait l'appartenance de quelqu'un psychologiquement perturbé. On parlait d'une lettre envoyée au bâtonnier de Bayonne, etc., dans lequel le bâtonnier répondait aux médias que cette lettre paraissait l'œuvre de quelqu'un qui n'était pas très équilibré. Donc les médias, dès le début, avaient des informations sur le fait qu'il était potentiellement déséquilibré, selon le terme, et qu'ils ont délibérément choisi de ne pas les mettre en avant. Oui. C'est quand même hallucinant. Oui. Alors qu'ils mettent en avant des déséquilibres qui ne sont pas très probants dans d'autres cas. Qui sont beaucoup moins évidents, voilà. Ça, c'est sûr. Ouais. Et d'autant plus que là, c'est acté, hein, le suspect présente une altération partielle du discernement, selon une expertise. Donc, c'est le terme consacré pour dire déséquilibré, je pense. Mais... Oui.
Jean-Yves, je crois que vous avez une théorie sur ce qui se passe sur cet attentat, une théorie sur des répliques. Alors, je pense qu'il y a une situation de conflit quand même, on peut le dire, entre la progression de l'islamisation en France et le refus ou l'opposition à cette islamisation d'une large partie de la société française. Il y a un conflit, c'est incontestable, qui se traduit de différentes manières, qui s'est traduit par le débat autour du voile, et qui se traduit par des comportements différents. Il y a un certain nombre d'islamistes qui agissent dans le domaine médiatique, dans le domaine idéologique, dans le domaine judiciaire. Il y en a d'autres qui agissent sur un plan plus proprement militaire, on peut dire, avec le terrorisme. Quand même 300 morts depuis quelques années, c'est pas 2 blessés. Et le fait qu'il y ait des attentats islamistes peut amener, je dirais un peu en matière de répliques, comme il y a des répliques dans les tremblements de terre, oui, des actes anti-musulmans. Ça peut arriver, ça procède un peu de la même logique. Ceux qui combattent l'islamisation peuvent le faire par différents moyens, et certains peuvent être tentés d'utiliser, pas forcément très adroitement d'ailleurs, des moyens plus violents. Mais je pense que c'est un peu un phénomène de réplique, non pas au sens réplique politique, mais réplique comme il y a des répliques dans les tremblements de terre. Donc je pense que malheureusement, des événements de ce type, il peut y en avoir d'autres. Alors, ce qui reste clair, c'est que les médias, donc on l'a vu, avaient une sélection de l'information qui était un peu étonnante par rapport à d'autres situations. Et bien, il y a de nombreux médias qui ont noté que le suspect aurait une admiration pour Éric Zemmour. On a par exemple Le Monde qui a écrit dans un article sur la personnalité de l'assaillant. Il y a quelques années, l'homme avait évoqué son admiration pour le polémiste Éric Zemmour. Même chose pour Mediapart qui note qu'il s'agirait d'un aficionado d'Éric Zemmour. Ou encore pour Marianne, pour qui le suspect était fan d'Éric Zemmour. Sauf que, Jean-Yves, c'est pas si clair que ça, en fait. Non, alors là, c'est très, très monté en mayonnaise, puisque à l'appui de cette thèse du fan d'Éric Zemmour, on retrouve un post sur Facebook qui remonte à 2014, donc il n'y a pas dû en avoir énormément, il y en a eu un en 2014. Bon, et au demeurant, qui est critique vis-à-vis du cher Éric en disant quand même vous auriez pu être un peu plus cinglant, quoi. Bon, alors, mais ça suffit, hein. Un post d'il y a 5 ans où Zemmour est critiqué comme pas assez cinglant, ça suffit à faire de ce monsieur un peu perturbé quand même, un peu voilà, un fan d'Éric Zemmour. Mais là aussi, c'est la stratégie de diabolisation, d'amalgame. Qui a fonctionné à plein régime, à la fois contre Zemmour et contre le Rassemblement national. Et justement, puisqu'on parle d'amalgame, eh bien, je vous propose, Jean-Yves, de regarder, d'étudier l'éditorial de Yael Gauz, qui est le chef du service politique de France Inter, qui déclare donc ce mercredi: le Rassemblement national est le principal accélérateur de tensions dans le pays. Qui agresse une mère voilée venue accompagner des écoliers dans un conseil régional? C'est un élu RN. Qui pétitionne pour interdire le voile dans l'espace public? C'est le RN. Qui se précipite dans la brèche ouverte? La droite républicaine pressée de relégiférer sur le voile. Qui Marine Le Pen félicite-t-elle pour sa victoire électorale en Allemagne? L'AfD, dont la tête de liste est fascinée par le Troisième Reich. Qui le RN vient-il d'embaucher comme assistant parlementaire à Bruxelles? Damien Rieu, un théoricien du grand remplacement. Donc on voit qu'Yael Gauz est... Alors Yael Gauz, ce qui est quand même sidérant, parce que on a l'impression quand on lit l'article que c'est un stagiaire antifa qui s'est lâché, quoi. Voilà, un stagiaire antifa qui s'est lâché. Pas du tout. Parce que Yael Gauz, c'est le chef du service politique de France Inter, payé par le service public, payé par vos impôts. C'est pour ça qu'il faut donner pour TV Liberté, pour pouvoir compenser tout ça. Et donc, qui choisit les journalistes, qui choisit les journalistes qui vont traiter tel ou tel sujet, qui choisit l'angle. C'est le patron. Et qui est un homme qui fait
plus que dans l'approximation, parce que quand on dit que Odoul a agressé une femme voilée dans un hémicycle, absolument pas. Il n'a absolument pas agressé. Il a demandé à la présidente de la faire sortir, de demander à cette dame de sortir. C'est pas une agression. C'est pas une agression. On voit la partialité dans la première et la malhonnêteté dans la première phrase. Voilà. Chef du service politique. Bon, ceci étant dit, c'est France Inter, donc c'est pas non plus très étonnant. Hein. Le contraire aurait été... mais c'est quand même... entre France 2, qui en fait des tonnes, en ouvrant sur quand même un événement qui ne fait pas de mort, bon, heureusement, et France Inter, qui en fait des tonnes dans son édito, franchement, la redevance, c'est pas très motivant de la payer. Hein. Effectivement. Alors, il y a également eu plusieurs débats sur les chaînes d'information qui ont été consacrés à cette question, notamment sur CNews en l'heure des pros. Eh bien, je vous propose d'écouter une tirade de Gérard Leclerc qui parle de la problématique de l'islam. Et attention aussi à certaines affirmations que l'on peut balancer, comme par exemple l'islam n'est pas compatible avec la République. C'est une insulte pour 7 millions de gens qui vivent dans la République et qui occupent des fonctions dans la République. Vous avez des policiers qui sont des musulmans, des juges qui sont des musulmans, des ministres qui peuvent être des musulmans. Vous ne pouvez pas dire à ces gens-là, vous n'êtes pas dans la République. C'est invraisemblable. Heureusement, Charlotte Dornelas était là. Il y a la question du nombre qui est extrêmement compliquée et on en parlait pendant la pause. Ça n'est pas une question de religion, c'est une question de culture, c'est une question de manière de vivre et que comme on n'a pas voulu limiter l'immigration parce que on a dit pendant des années on va accueillir... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Il faut réaffirmer ce qu'est la France en fait. Et c'est pour ça que je reprends toujours quand vous me parlez de la République, c'est que la République est un mode de gouvernement, mais qui ne dit pas comment vivre, qui ne dit pas ce qu'on est. Un joli petit morceau de débat de fond entre la position hors sol de Leclerc et la position plus enracinée de Charlotte Dornelas. Je voudrais commenter quand même aussi la une du Monde de ce jeudi, l'inquiétude des musulmans de France. L'inquiétude des musulmans de France. Ce qui est quand même assez extraordinaire, parce que si on fait la balance des attentats, les islamistes mènent quand même par 300 morts à 0. Donc l'inquiétude devrait être plutôt du côté des victimes françaises des islamistes, que ce soit celle de Nice, que ce soit celle du Bataclan, ou de toutes les victimes un peu individuelles de petites djihad personnelles à base d'égorgement. Quand on titre l'inquiétude des musulmans de France, le monde est en vision totalement partielle. C'est pas étonnant non plus, comme France Inter est un peu partielle, le monde de plus en plus se transforme un petit peu de cette manière-là. Donc c'est pas étonnant malheureusement. Passons à la revue de presse. Alors Jean-Yves, est-ce que Miss France 2019 deviendra Miss Trans 2019 ? On ne le sait pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Sylvie Tellier a déclaré que les femmes transsexuelles pourraient concourir à Miss France, donc les femmes qui étaient nées hommes et qui seraient transformées en femmes. Et ça a fait réagir beaucoup de monde sur Twitter, par exemple Julien Rochdy. 3 transsexuels mécontents, une douzaine de social justice warriors qui les soutiennent sur Twitter. Hop, c'est gagné, les médias suivent et relaient. La majorité n'a plus qu'à se coucher. Donc, que penser de cette... si vous voulez, les élections de Miss France, comme l'Eurovision, comme beaucoup de choses, c'est devenu des moyens de propagande. Avant, c'était un divertissement assez drôle, assez sympathique, qui consistait à choisir des jeunes femmes plutôt sur leur plastique. Maintenant, c'est différent. On leur impose des déclarations politiquement correctes où il faut qu'elles expliquent qu'elles se livrent à des causes humanitaires. Enfin, il y a tout un baratin idéologique autour de la candidature. Il y a eu pas mal de fois quand même la volonté de privilégier par les manipulations du jury des Miss France plutôt métisses. Là aussi, c'était une opération de propagande. Alors maintenant, l'étape actuelle, c'est des trans. C'est un palier qui est quand même... Alors là, c'est quand même un étage supplémentaire dans la propagande. Mais bon...
il y a un moment où tout ça finira par s'effondrer quand même, enfin du moins on peut l'espérer. Voilà, en tout cas on peut s'attendre à une belle opération de propagande à l'occasion, nouvelle sur un thème nouveau à l'occasion de l'élection de Miss France. Sans transition, 20 minutes qui titre 78% des Français jugent la laïcité menacée selon un sondage. Et bien 20 minutes illustre cet article avec l'image d'une procession catholique. Donc Jean-Yves, c'est un choix audacieux. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, c'est sûr que les Français se sentent menacés par la religion catholique aujourd'hui, c'est clair. Oui, oui. Alors toujours 20 minutes. Eh bien, comme vous le savez, Jean-Yves, un élu du Rassemblement national à Nîmes, Yohann Gillet, a été agressé en terrasse par des antifas. Et 20 minutes qui titre « Un élu Rassemblement national dit avoir été agressé à Nîmes, une enquête en cours ». Là, on prend sa distance. Attention. Là. Et il n'est surtout pas question de faire un travail de journaliste en vérifiant les choses. Non, bon, voilà. Et par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a eu une dépêche AFP sur cette agression, figurez-vous, mais qui est arrivée après un événement. C'est l'intervention de Marlène Schiappa qui a apporté son soutien à cet élu. Donc voilà. Mais il y a un mécanisme intéressant. Alors, qui révèle tout à fait l'importance de l'AFP. L'AFP choisit ce dont elle parle, et dont les autres médias parleront, ou ce dont elle ne parle pas. Et ce dont elle ne parle pas, c'est ce qu'on appelle les no-news, les nouvelles qui n'existaient pas. Donc, un élu RN agressé, c'est pas une information. Ça ne devient une information que parce que Marlène Schiappa, on peut saluer d'ailleurs l'attitude de Marlène Schiappa dans ce cas-là, hein, on en dit suffisamment de mal par ailleurs pour en dire du bien cette fois, a dit non, ça c'est pas admissible. À ce moment-là, puisque Marlène Schiappa en a parlé, l'AFP en parle. Mais l'AFP aurait dû en parler avant. Et ça révèle l'attitude habituelle de l'AFP qui consiste à occulter beaucoup de faits importants, mais qui ne vont pas dans le sens que souhaite promouvoir l'AFP. En tout cas, un petit coup de chapeau à Marlène Schiappa, c'est vrai que... C'est pas habituel. Il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui ne l'apprécient pas forcément, mais... Oui, mais il faut quand même... Oui. Faut reconnaître aux gens leur mérite quand ils en ont, voilà. Et D'ailleurs, elle a réussi à faire parler d'elle là-dessus aussi, donc c'est c'est quand même un de ses objectifs. C'est vrai. Alors, autre nouvelle qui concerne 20 minutes, toujours, décidément, hein, eh bien, c'est cet article. L'arrivée de la cocarde provoque de vives inquiétudes à la fac de Nanterre. La cocarde, c'est cette association étudiante qui a eu des élus, d'ailleurs. Et c'est vachement grave. S'il y a des listes qui peuvent avoir des élus... En se présentant à des élections, enfin, où va-t-on ? Et l'inquiétude... À l'université de Nanterre, donc c'est inquiétant. Et l'inquiétude, c'est donc qu'il y a des violences qui ont été perpétrées, notamment à l'initiative des gens d'extrême gauche, évidemment. Et il y a un retournement de situation, de la charge de l'accusatoire, un petit peu, qui est portée à l'encontre de la cocarde par 20 minutes. Donc c'est... À 20 minutes, ils se sont bien illustrés, là. Hein. Ouais, voilà, une petite série 20 minutes. Une petite série 20 minutes assez jolie. Autre chose au niveau national cette fois, sur CNews, l'émission d'Éric Zemmour Face à l'info, qui n'est désormais plus en direct. Il y aura un léger différé entre l'enregistrement et la diffusion. Voilà, alors ça a été fait à la demande du comité d'éthique. Comité d'éthique de Canal+. Comité d'éthique, ça veut dire comité de censure. Hein. Voilà, comité de censure. Alors bon, ceci étant, on peut comprendre que dans la situation de répression judiciaire et de répression médiatique, au fond, on prenne un peu la précaution d'enregistrer l'émission et puis de regarder dans la demi-heure qui suit s'il n'y a pas tel ou tel élément de trop grande aspérité. Mais c'est quand même mettre le petit doigt et la main dans la porte de la censure, quoi. Voilà. Et le reconnaître, quoi. Voilà. Alors, autre attaque contre Éric Zemmour, c'est celle de Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste français. C'était face à Caroline Roux. Je pense à Zemmour qui va à des conventions de l'extrême droite et qui appelle au meurtre carrément. Il y a un climat malsain dans notre pays. Je suis allé plus loin, parce que l'argent public versé au Front National sert à acheter des armes. Quand on voit qu'à l'attentat de Bayonne, c'est un ex-candidat au cantonal. C'est absolument extraordinaire. Ce personnage profère des énormités et Caroline Roux les gobe sans protester du tout, elle montre un petit haussement de sourcil, un petit peu de scepticisme. Mais il faut avouer que c'était délirant ce qu'il disait. Aucune reprise vis-à-vis de propos délirants. Dire que Éric Zemmour appelle au meurtre, c'est la diffamation totale, évidemment, c'est pas le cas. Puisqu'on parle de discours
délirant, ou en tout cas très fort. Dimanche 27 octobre avait lieu un rassemblement contre l'islamophobie à Paris et Yacine Bellatar a pris la parole. Nous ne sommes pas dans un projet d'assimilation. La France doit s'habituer au fait que nous restons. Je suis français plus que beaucoup de gens, puisque mon grand-père a défendu ce pays. Mon père l'a bâti. Je suis triste pour le Rassemblement national et les fachos ne se rendent pas compte de ce que nous avons préparé, c'est-à-dire nos enfants. Il n'y a que des médecins et des ingénieurs qui arrivent, c'est horrible. Je suis désolé pour les gens de gauche qui pensaient qu'on travaillait pour vous. C'est fini, c'est vous qui allez nous écouter dorénavant. La France a beaucoup de chance que les musulmans aiment plus la France que la France n'aime les musulmans. Alors c'est assez intéressant parce que c'est une réunion contre l'islamophobie. Et objectivement, le discours de haine, quand même tenu par Bellatar, un discours guerrier, on va dire. Un discours guerrier, ça incite plutôt à l'islamophobie. Voilà, puisqu'il explique quand même qu'il n'y a pas d'assimilation possible. Hein, c'est-à-dire, si moi je dis qu'il n'y a pas d'assimilation possible, je vais être accusé des pires travers, mais lui le dit, on n'est pas là pour s'assimiler, c'est à vous de vous habituer à nous. C'est-à-dire, c'est un discours de conquête, c'est un discours de colonisateur. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un peu d'islamophobie, hein, ils y contribuent. D'autant plus que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un petit dealer de banlieue, c'est quelqu'un qui a été dans les médias, qui a été au MOUF, qui a été à Radio Nova, qui a été un proche et un ancien conseiller de Macron, qui a par ailleurs quelques petites affaires judiciaires. Pour harcèlement, menaces de mort et autres. Bon, voilà. Mais c'est quand même un personnage inséré dans la société qui développe un discours, malgré tout, de haine au nom de la lutte contre l'islamophobie que, de facto, il va encourager. Et ce qui est amusant, c'est que cette semaine, on a eu également un écho à cette déclaration un petit peu de Yacine Bellatar. C'est ce morceau de rap qui a été chanté par une personnalité bien connue, une figure médiatique bien connue, puisqu'il s'agit de Mustapha El Atrassi, qui était l'humoriste de Ruquier il y a quelques années. Oh, mais les humoristes aujourd'hui, c'est rarement drôle. Souvent bête, souvent méchant et rarement drôle. Et là, je peux vous dire que c'était pas de l'humour ce qu'il a fait, c'était une vraie chanson de rap. Hein. Ouais. Et voilà les propos. Il cite notamment Julien Audoul. « Si tu reparles de nos femmes, on fera pleurer les douilles. J'attends les larmes de la mère à Julien Audoul. » Il déclare aussi « Laisse pas traîner Marianne, je vais la déshonorer. » Ou encore « Fuck le 17 », donc nique la police. La plupart d'entre eux ont du sang sur les mains. Donc on voit deux personnalités... C'est de la pure poésie. Ouais. Deux personnalités intégrées dans le système. Exactement. C'est ça qui est important. Dans le monde du showbiz, en tout cas, dans le monde des médias, et qui développent quand même des discours. Parce que c'est gentil. On explique, je crois que M. Macron, Facebook, tout ce petit monde veut lutter contre les discours de haine. Alors là, on voit la deux. Comme il y avait moi, je suis pour la liberté d'expression, donc je ne suis pas forcément pour les interdire. Mais à ce moment-là, si on lutte contre les discours de haine, là, les cocos, vous en tenez des mots. Hein alors, on attend de voir. Bon, en tout cas, ça n'empêche pas... Mais si c'est pas nous, peut-être qu'on sera censuré simplement parce qu'on dénonce le discours de haine des autres, et qu'en soi, c'est déjà un discours de haine. Voilà, faut s'attendre à tout. Et ça n'empêche pas Libération de continuer à lutter contre l'islamophobie avec leur supplément Petit Libé, le Petit Libé, l'actu des grands expliqué aux enfants. Donc c'est un Libération pour les enfants spécifiquement, avec un numéro sur le racisme envers les musulmans en France qui est assez caricatural, Jean-Yves. Oui, alors on interroge notamment une jeune femme, Malika, musulmane voilée, qui est par ailleurs membre du CCIF, qui est quand même très actif, et qui est au fond la prothèse des frères musulmans de France, quoi. Voilà, donc c'est quand même un organisme très militant. Alors tout ça, évidemment, alors ça c'est extraordinaire, là, parce que c'est de la propagande à destination des enfants, et c'est de la propagande subventionnée par un journal qui fait haut de toutes parts sur le plan financier, quoi. Mais qui est maintenu hors d'eau, précisément, et qui est maintenu au-dessus de l'eau, précisément, pour ses actions de propagande. Et enfin, pour clore cette revue de presse, l'entretien d'Emmanuel Macron à Valeurs Actuelles, un entretien qui a fait couler beaucoup d'encre. Oui, alors là, je serais tenté de dire que c'est de la notoriété croisée.
C'est-à-dire que Macron a la possibilité de s'adresser à un électorat de droite sarkozyste dans Valeurs Actuelles, donc c'est une bonne opération pour lui, tant plus que la gauche proteste, donc le gogo de droite va dire Macron, il n'est pas si mal que ça quand même. Hein. Et puis, pour Valeurs Actuelles, c'est un bon coup médiatique, puisqu'il se désenclave. Alors, ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est de voir que dans les protestations, on a dit qu'on présente Valeurs Actuelles comme un organe, un journal d'extrême droite. C'est ce qu'a dit Lopes. Ce qui est tout à fait nouveau. Le Valeurs Actuelles a toujours été un journal libéral conservateur qui existe depuis plus de 50 ans maintenant, qui n'a jamais été qualifié d'extrême droite. Mais il faut dire que la qualificative d'extrême droite a tendance à s'étendre à l'infini, hein, puisque la rhétorique diabolisante, elle va devenir infinie et en même temps, elle se dévalue. Elle perd de sa force. Elle perd de sa force, voilà. Parce que si tout le monde est d'extrême droite, si tout le monde, même Zemmour, est antisémite, il y a un moment où, tout ça... Oui, les gens commencent à ne plus s'en faire, en fait, tout simplement. Voilà, il ne faut pas trop crier au loup. Passons au deuxième sujet, quotidien en croisade contre Nadine Morano. Le 24 octobre, Valeurs Actuelles publiait un reportage dans lequel on suivait Nadine Morano de retour dans le quartier de son enfance à Nancy, dans le quartier sensible du Haut-du-Lièvre. Cet article a intéressé Quotidien, qui a décidé de tout faire pour le discréditer. Elle, si bavarde, s'est soudainement fait économe de ses mots, se contentant de faire le décompte des femmes voilées qu'elle croisait sur son chemin. Là, sur votre gauche, encore une à droite. Bon, là, en l'occurrence, c'est une dame pas voilée, parce qu'il n'y a pas que ça, en fait, on l'a vu hier. Elle compte non plus les voiles, mais les têtes blondes. Une main suffit, que voulez-vous que je vous dise? Nous, on n'y a vu que des petits Français, en fait. Bonjour Yvette. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous habitez dans le quartier? 35 ans. Donc vous avez vu grandir Nadine Morano? Oui. Elle dit qu'elle reconnaît plus son quartier. Oui. Elle devrait y venir un peu plus souvent. Morano continue. Le bar et la papeterie ont fermé. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le propriétaire de la brasserie ici? Oui. Du Lièvre? Oui. Oui, c'est ça. Vous avez déjà vu Nadine Morano? On l'a vu à la télé. Elle est jamais venue prendre un café ici? Non, ça va, autrement ça fera plaisir. Maintenant, les murs sont couverts d'inscriptions et de tags. C'est nique la police partout. Alors on ne dit pas qu'il n'y a pas de problème, on dit juste que ce papier est un mensonge de la part de l'eurodéputé des Valeurs Actuelles. Alors Jean-Yves, ce qui est amusant, c'est que Valeurs Actuelles avait filmé sa visite dans le quartier du Haut-du-Lièvre avec Nadine Morano. Et finalement, le reportage de Quotidien dont on vient de voir quelques extraits, qui était censé être un reportage de fact-checking, finalement, il s'est fait fact-checking. Fact-bobarding, c'est vous qui allez le dire. Mais ils se sont fait avoir par Valeurs Actuelles qui avaient pris la précaution de filmer, de contre-filmer. Et du coup, ils ont été mis les nez dans leur bobard. Voilà, alors ils disent on n'a vu qu'un voile. Oui, mais dans la vidéo de Valeurs Actuelles, il y en a 17. Voilà, ça commence à pas être tout à fait pareil. Dans l'image, il y a une image d'enfants des écoles où il n'y a aucun Européen. On n'en voit pas, en tout cas, on ne voit pas de petite tête blonde. Bon, on ne voit pas de petite tête blonde, et à ce moment-là, ils nous disent nous, on voit que des petits Français. D'abord, ils n'en savent rien, il y a peut-être des enfants qui ne sont pas naturalisés ou qui n'ont pas encore accès à la nationalité française. Ensuite, on nous dit Yvette, alors Yvette, c'est le faux témoin à l'état pur, a dit j'ai vu grandir la petite Nadine, sauf qu'elle est arrivée là-bas il y a 35 ans. Et sans manquer à la galanterie, la petite Nadine était déjà là depuis longtemps. Elle avait 21 il y a 35 ans. Elle avait 21 ans, c'est le même qui l'a dit. Voilà. Bon. Ensuite, la vidéo de Valeurs Actuelles montre plusieurs commerces fermés. Et Quotidien nous dit mais non, il y a un commerce ouvert. Oui, il peut y avoir un commerce ouvert au milieu de commerces fermés. Tout est à l'avenant. On voit aussi une affichette d'hommage à Chirac. Et une autre contre le terrorisme. Et une autre contre le terrorisme. Bon, bref, passons. C'était pour montrer qu'il n'y avait pas de tag contre la police. Ça montre pas qu'il n'y ait pas de tag. Peut-être qu'il y en a d'autres. Évidemment, puisque... Mais voilà. Et puis, c'est un quartier qui est marqué par les trafics de drogue. Voilà. Donc, le reportage de Valeurs Actuelles est juste. Le fact-checking
Quotidien, c'est du fact bombarding. Ils sont récidivistes des faits. Hein. Ils ont fait le même coup lors de l'affaire Ménès il y a peu de temps. Et Barthès avait obtenu un bobard de cuivre. À l'époque, c'était pas Quotidien, c'était le Petit Journal, mais il avait obtenu un bobard de cuivre pour avoir, soi-disant, démonté, c'est-à-dire pas du tout démonté, un reportage toujours de Valeurs Actuelles, cette fois sur les Roms. Voilà. Donc c'est des coutumiers du fait. Mais c'est intéressant d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça montre à quel point l'image peut mentir. Parce que c'est vrai qu'il suffit d'un angle particulier. Voilà, d'un plan serré ou d'un plan large. Et puis, quand on tourne 1 heure d'image, c'est très facile de prendre les 2 minutes qui vous arrangent. Et ce qui est incroyable, c'est que Valeurs Actuelles, avec Nadine Morano, avait pris la précaution de filmer, donc ça les a sauvés. Et pareil, à l'époque du bobard de cuivre, ils avaient pris d'autres images qui avaient permis de montrer les mensonges de Quotidien. Mais s'il n'y avait pas eu cette précaution-là, Valeurs Actuelles aurait été vue comme un organe de presse mensonger. Donc c'est vraiment un jeu vraiment malsain auquel se livre Quotidien. C'est de la propagande pure. Ce qui est amusant, c'est de regarder un petit peu les déclarations des journalistes à l'époque du reportage de Quotidien. On voit par exemple Christophe Beaugrand-Gérin avoir absolument, en parlant du reportage de Quotidien, pour comprendre comment certains politiques irresponsables mettent de l'huile sur le feu en mettant à mal le vivre ensemble. Très bon travail des équipes de Quotidien, avec Jean-Michel Apathy qui renchérit. Travail exceptionnel et salutaire. Et Christophe Beaugrand qui lui répond, c'est quand même surréaliste et irresponsable de mentir éhontément sur des questions si délicates. Et Jean-Michel Apathy lui répondre, aveuglés par l'idéologie, ils sont certains que personne ne vérifiera jamais. Il faut de la simplicité, du talent pour démonter ces mensonges. Si, Jean-Michel, on vérifie justement. On vérifie, Jean-Michel. Effectivement, les personnes aveuglées par l'idéologie, c'est peut-être finalement Jean-Michel Apathy et Christophe Beaugrand. Et la parole, pour conclure sur ce sujet, à Nadine Morano, qui justement proposait à Jean-Michel Apathy de lui payer 2 mois de loyer pour qu'il vive dans le quartier de Nancy en question. Et elle lui déclare, vous écrirez moins d'idiotie après ça. C'est une proposition généreuse de Nadine Morano. Mais ceci étant dit, ça serait pas mal que des journalistes fassent Yann Barthès et l'immersion, là, oui. Une colocation Yann Barthès, Jean-Michel Apathy à Nancy, ça serait assez drôle. Et aussi Nadine Morano qui parle de Quotidien comme de la télé poubelle, en les apostrophant. Sale menteur, vous êtes à gerber. Donc Nadine Morano qui était remontée, mais après tout, elle s'est fait attaquer. Donc, oui. C'est assez logique. Mais elle se défend toujours courageusement. Oui, voilà. Effectivement. Elle ne plie pas. Jean-Yves, ça va être la fin de cette émission. Vous avez un coup de chapeau. Oui, un coup de chapeau. On en a parlé quand même un peu dans les médias. Pas à la hauteur de l'importance que ça a eu, mais c'est le résultat de 2 élections régionales en Italie et en Allemagne. En Italie, la Ligue de Matteo Salvini, avec ses alliés Berlusconi et les Frères d'Italie, a remporté la région de Ombrie, de Ombrie, avec 58% des suffrages, ce qui est une majorité quand même extrêmement nette, alors que cette région est à gauche depuis plus de 50 ans. Donc c'est vraiment un raz-de-marée politique qui prouve que le gouvernement actuel de l'Italie est parfaitement minoritaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne veulent pas retourner devant les électeurs. Et puis il y a eu des élections aussi en Allemagne, en Thuringe, qui est un land de l'ex-Allemagne de l'Est. Alors là, c'est tout à fait étonnant, puisque 3 jours avant l'élection, le président de la CDU a traité de nazi, c'est toujours les mêmes méthodes, le patron local de l'AfD, mais apparemment ça n'a pas trop impressionné les électeurs allemands, puisque commence à en avoir aussi assez de tous ces recours permanents à la diabolisation, au point Godwin, etc. Ça finit par lasser tout le monde, y compris les électeurs, qui mettent peut-être un peu plus de temps à ce que la réalité leur parvienne. Ça suffit, quoi. Donc le résultat, c'est que l'AfD a devancé la CDU, qui est en chute libre. Merkel est en train de tuer ce parti. Que l'AfD a triplé le nombre de ses voix par rapport à l'élection d'avant, avec 24% des suffrages, et que ça n'a été possible que par la mobilisation des abstentionnistes, et c'est vrai sur une ligne assez radicale. Ça, c'est la partie assez intéressante, c'est-à-dire quand on regarde les élections italiennes ou les élections allemandes, c'est plutôt sur des lignes assez radicales
que les partis identitaires gagnent et progressent, tout simplement parce que c'est ça, la réserve de voix, elle n'est pas du côté des modérés centristes, elle est du côté des électeurs qui s'abstiennent habituellement parce qu'ils ont l'impression que tout ça ne sert à rien. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.